Ok, l'enregistrement vient de démarrer. Bonjour à tous. Est-ce qu'on nous entend, s'il vous plaît? Bonjour. J'attends quelques réponses dans le chat. Ok, super. Bonjour. Merci. Bonjour, merci pour les réponses. Avant que Victor et Nicolas se lancent, moi j'aimerais me présenter. Alors, je m'appelle Jemile et je suis la chargée de communication d'Aleph et c'est moi qui m'occupe des slides. Donc, si vous voulez les recevoir après, je vais vous laisser mon email dans le chat et comme ça vous pourrez m'écrire et je vous enverrai par la suite les slides. Voilà. Bonjour à tous, donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis Nicolas Hernandez, je suis le PDG cofondateur d'Aleph Network. Et puis donc je vais animer ce webinaire avec Victor Rafour. Bonjour, Victor Rafour, je suis le DG d'Aleph et avec Nicolas, on va échanger avec vous sur comment on peut répondre à la cartographie des risques avec un gros focus DORA NIS 2 et des impacts également sur le RGPD. Alors, sachant que sur ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur la partie analyse de risque. Il y aura un prochain webinaire où on vous déroulera un cas d'usage complet en live, avec de la matière live. Là, on va rester, étant donné le temps qu'on a et la complexité du sujet, sur quelque chose d'assez statique, même si on va vous présenter un cas d'usage. Donc, on va commencer directement avec à la fois un entrant et un livrable qui est nécessaire dans les normes DORA et NIS 2. C'est toute la partie analyse de risque. Généralement, cette partie analyse de risque, elle s'appuie sur une matrice EBIOS, donc qui est celle utilisée généralement par l'ANSSI et qui est préconisée par l'ANSSI. Donc, c'est une matrice assez simple quand on l'explique un petit peu. C'est une matrice qui se divise sur 3 axes. Il y a trois dimensions, hein. Vous avez une partie qui est verticale sur la partie gravité de l'impact du risque. Est-ce que c'est un risque qui va vous faire vaciller en tant que structure ou pas, et de quelle manière? En bas, vous avez un axe horizontal sur tout ce qui est probabilité. Donc ça, c'est les 2 dimensions de base dans la matrice, mais il y a une troisième dimension que vous voyez, hein, c'est au-dessus R1, R2, R3, R4. Donc on va segmenter sur à minima 4 typologies de risques. Le risque cybercriminel, où là, il va y avoir une recherche d'attaque sur des actifs. On va avoir un risque sur l'atteinte à l'image, sur le sabotage. On va voir quelques cas de sabotage et sur de l'espionnage. Donc, il faut bien considérer que cette matrice, en fait, elle va être remplie en plusieurs phases. Là, ce que vous avez eu, c'est une matrice neutre. Et en fait, on va appeler la matrice brute, c'est-à-dire l'analyse de risque va vous permettre de remplir cette matrice. Ensuite, il va y avoir toute une partie, on va décrire ces risques, leurs impacts, mais aussi déterminer des plans d'action pour minimiser ces risques. Et ces plans d'action, ils vont minimiser les risques et produire ce qu'on va appeler une matrice de risque net. On part d'une matrice brute, on ne fait rien, on fait un constat. Et l'objectif, c'est d'arriver à une matrice nette. Et donc ça, c'est typiquement le livrable type dans le cadre de DORA et NIS 2 sur la partie analyse de risque. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des entrants de cette matrice de risque et à partir de quoi je les détermine, et tout particulièrement sur la partie analyse en source ouverte qui aujourd'hui va être structurante dans la manière d'alimenter cette matrice de risque.
Alors, on va travailler sur déjà des périmètres en OSINT, parce que le OSINT, c'est très très large. On va travailler sur le dark web. On sait que c'est une zone à fort risque, une zone OSINT où on va trouver des éléments qui vont pouvoir permettre d'identifier des risques externes. La partie Deep Web, c'est la même chose avec une petite complexité en plus, c'est que c'est une zone très très grande, donc il va falloir des outils qui vont vous permettre de sélectionner quelles sources vous allez utiliser dans cette zone-là. Et la partie Clear Web, ça va être le web standard. Hein, au global, c'est 1,6 milliard de ressources. Donc, de la même manière, vous allez avoir besoin d'outils pour savoir ce que vous allez mettre en surveillance ou en analyse comme typologie de source pour alimenter cette matrice. Une fois que vous avez déterminé ces périmètres de sources, il va falloir poser des mots-clés qu'on va appeler des capteurs et vous allez interroger ces ressources. Alors on a 3 grands types de capteurs dans cette analyse de risque. On va avoir tous les lieux physiques selon votre type d'activité. Donc, on va interroger ces différents périmètres à partir de mots-clés qui vont correspondre à des actifs physiques. Ensuite, vous avez tous les actifs logiques, vos noms de domaine, vos adresses IP, selon la taille de votre structure, les différents éléments de votre système d'information et potentiellement des dépendances avec des fournisseurs de votre type IT, donc qui sont structurants dans la résilience de votre système d'information. Notion qu'on retrouve à la fois dans NIS2 et dans DORA. Et dans DORA, on ne va pas mettre sous surveillance ou faire une analyse de risque que sur son système, mais sur tout son écosystème IT. Et enfin, sur du risque sur la personne, on va se poser la question des membres du board, des responsables des systèmes d'information et des VIP des structures pour savoir s'il y a des données à l'extérieur de votre système d'information qui vont générer un risque dans le cadre de DORA et de NIS2 sur les axes cyber, espionnage et tous les risques qu'on a vus, enfin les quatre typologies de risques qu'on a vus sur le premier slide. Sur les KPI d'exposition sur les fournisseurs stratégiques, on va se limiter, on ne va pas prendre les VIP des structures que sont les fournisseurs, on va se limiter aux actifs physiques potentiellement et aux actifs logiques qui concernent le système d'information. Et on va tirer plutôt des KPI d'exposition. On va ne pas avoir affaire à faire toute l'analyse complète du risque sur les fournisseurs stratégiques. On va vraiment se limiter, c'est décrit dans DORA, à des indicateurs. Alors, toute cette analyse de risque, elle est basée sur une notion de données, parce qu'on considère aujourd'hui, et il est très difficile de démontrer le contraire, que toutes les attaques que vous allez pouvoir subir, dont c'est le rôle de DORA et NIS2 de couvrir les risques, sont bien issues de la donnée. Mais pas de la donnée qui est à l'intérieur du système d'information, on parle bien des données qui sont à l'extérieur. Typiquement, sur une attaque d'ingénierie sociale, pour produire une attaque d'ingénierie sociale, l'attaquant va devoir faire une recherche en source ouverte pour identifier le maximum d'informations. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va rechercher ces informations afin d'anticiper les attaques d'ingénierie sociale. De la même manière, pour pouvoir faire cliquer quelqu'un sur une pièce jointe d'un email, c'est aussi le cas dans le phishing, je vais devoir construire un mail factice qui va embarquer un maximum d'informations que normalement l'attaquant ne devrait pas avoir pour feinter et créer un niveau de confiance. Typiquement, votre IBAN, une facture que vous avez déjà reçue avec une relance. Donc, tous ces éléments sont construits, que ce soit pour les pièces jointes, pour le phishing ou pour les malwares qui vont généralement passer par les mails, vont être construites à partir des données à l'extérieur
du système d'information qui vous concerne. Et c'est ces informations-là qu'on cherche en amont, dans le cadre de DORA et NIS 2, pour anticiper le risque d'attaque et la typologie de risque qu'on va subir. Ensuite, vous avez tous les éléments d'exploitation d'API et d'éléments SI accessibles via le web. Là, on va être sur de la faille de sécurité concernant les virus, même si ça peut passer par du phishing ou par des pièces jointes. Et toute la partie exposition technique, donc c'est l'exploitation d'API et de sites web, c'est de s'assurer qu'à l'extérieur de votre système d'information, il n'y ait pas des informations techniques sur votre SI qui traînent. Si ces informations sont accessibles, facilement accessibles alors qu'elles ne sont pas nécessaires, ça va être typiquement un risque d'attaque flagrant. Typiquement, sur votre site web institutionnel, vous mettez un lien vers une mire de connexion, ça va inciter un pirate à faire une attaque par brute force. De la même manière, les credentials, c'est-à-dire vos emails et vos mots de passe, qui peuvent avoir été exfiltrés via des fournisseurs ou de manière perso à l'extérieur du système, vont permettre justement de tester sur les mires de connexion qui sont facilement accessibles de votre système. De la même manière, si vous mettez des mires de connexion, vous êtes à peu près sûr, vous pouvez demander à votre technicien de regarder les tentatives d'attaque par brute force que va subir votre SI. Donc la bonne pratique, c'est de ne pas mettre à disposition facilement les mires de connexion de vos différents systèmes, que ce soit vous-même ou ceux de vos fournisseurs. Et on a enfin toutes les attaques DDoS. Alors les attaques DDoS, c'est quoi? C'est quand un hacker a accès à un serveur qui structure votre production, et il va envoyer beaucoup de requêtes sur ce serveur pour faire en sorte qu'il ne réponde plus à vos clients ou à votre process de production. Et pour faire ça, il faut l'adresse IP ou le nom de domaine, même interne. Il y a des techniques pour bypasser certains firewalls, et il va envoyer beaucoup de requêtes sur ce serveur et votre serveur ne répondra plus. Et donc, vous avez un arrêt de votre production avec un risque, typiquement sur celui-là, de perte de chiffre d'affaires. Donc ça sera bien à mettre en compte, à mettre dans votre matrice d'analyse de risque. Donc voilà, on vous a fait un petit schéma pour vous expliquer en gros, dans le cadre d'un ransomware, quelle est la procédure pour un attaquant, c'est-à-dire d'où il part pour arriver à son but. Et systématiquement, la première phase d'un attaquant qui vous envoie un ransomware, il va identifier sa cible, vous, et une fois qu'il a fait ça, il va rentrer dans une démarche de renseignement. C'est-à-dire, il va faire des recherches dans le dark web, dans le deep web et dans le clear web pour trouver le maximum d'informations qui est sorti de votre SI. En gros, il est conforme NIS 2 et DORA avant vous. C'est un très bon auditeur, sauf qu'au lieu d'avoir une pénalité, vous allez avoir un ransomware. Ensuite, dans l'analyse de risque, vous pouvez aussi mettre quel est le coût d'un ransomware dans un système, quel est le coût de la mise en conformité, quel est le coût juridique de la non-mise en conformité. Pénalité, mais aussi risque juridique d'attaque de concurrents. Mais ça, on verra dans un second temps. Ensuite, il va aller voir les réseaux sociaux, mais dans un second temps, pour voir s'il y a de l'information qui peut permettre d'autres typologies d'attaques. Et puis, il va utiliser des outils OSINT orientés cyber pour trouver des informations techniques pour produire son attaque. Et en fonction de ce qu'il va trouver sur ces 4 axes, donc information générale sur la cible, renseignement, information sur la cible, ça peut être des données de papers.fr. Le renseignement, donc c'est tout ce qui est dark, deep et web.
les réseaux sociaux et les outils OSINTool. Après, il va tenter 5 typologies d'éléments, le phishing, estimation de mot de passe, identifier les vols de données. Avec ces 3 axes, il va tenter de se loguer sur votre système, de rentrer sur votre système. Ensuite, il va essayer d'identifier des failles de sécurité pour atteindre un serveur qui est exposé. Et enfin, il va tenter du phishing direct pour balancer un fichier vérolé qui va contenir un malware et prendre le lead sur votre SI. Il va prendre contrôle de votre système d'information. Il va faire tout ce qu'on appelle un mapping. Il va regarder toute la structure de votre système. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va relativement vite. Une vingtaine de minutes pour arriver à tout décrire une fois qu'on est rentré. Il va travailler sur ce qu'on appelle l'escalade de privilèges. Le mouvement latéral, c'est qu'il va voir votre SI en largeur. Et une fois qu'il aura fait ça, il va exfiltrer les données, les chiffrer, identifier les backups, soit chiffrer les backups, soit les détruire, et enfin, demander une rançon. Donc, on voit bien que pour arriver à ces conséquences, ça passe par une démarche OSINT qui est nécessaire à l'analyse de risque. Sachant que ils sont dans un cercle vertueux. Plus il y a de données, plus ils peuvent faire de l'OSINT, plus ils peuvent attaquer. Voilà le dernier élément de la police nationale sur les faux ordres de virement, ce qu'on appelle couramment aussi les arnaques au président. Il est très clair que la première étape, c'est bien l'analyse des données à l'extérieur pour pouvoir faire du renseignement. Les 2 étapes d'après, et c'est tout l'enjeu également de DORA et NIS2, c'est la formation de vos équipes et des personnes qui sont en charge d'opérations qui pourraient être considérées comme sensibles, notamment effectuer des virements. Et c'est là où il y a une grande nouveauté, c'est que ces opérateurs, ils ne sont pas forcément que chez vous. Ils peuvent être à l'extérieur. Ça peut être un comptable, ça peut être un avocat ou un notaire qui passe des instructions à votre banquier parce que vous lui avez donné une dérogation. Donc, on voit bien que là, il y a toute une cartographie également des accès, mais pas que des accès numériques, aussi de tous les pouvoirs décisionnaires, qu'ils soient bancaires ou autres, que vous délivrez, que vous devez classifier, et des personnes qui doivent vraiment être formées à la sensibilité d'un risque d'attaque qui va probablement arriver dans les années à venir. Et très clairement, on le voit, les fraudes au virement ou les fraudes au sens général, en dehors des ransomware qui peuvent toucher directement vous ou vos fournisseurs ou vos tiers de confiance, toutes ces données servent massivement à une exploitation à la fraude. Et quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de votre entreprise, on voit une très forte augmentation en 2022 et en 2023 avec des impacts directs sur les flux financiers, que ce soit sur de la fausse facturation, que ce soit sur des changements d'IBAN ou sur les grands cas d'arnaque au président. Alors, un cas d'usage simple, mais je vais laisser, je vais faire une présentation générale et ensuite Victor va vous décrire un cas réel qu'on a vécu, que Victor a vécu. Alors, qu'est-ce que fait Aleph dans le cadre de cette analyse de risque? On a une structure qui est DORA, qui est soumise à DORA et NIS2. Donc, on est aussi, on fait partie du lot. Donc, c'est très bien parce qu'on sait de quoi on parle, on y est soumis. Nous, notre travail, ça va être de mettre en place des outils qui vont vous permettre d'identifier ces données à l'extérieur. D'une part, pour vous protéger, donc ça, c'est le risque opérationnel, mais aussi pour vous couvrir juridiquement et vous permettre d'être en conformité. Alors, on a des outils qui font 2 choses. Ça va d'une part vous permettre d'identifier ces données à l'extérieur pour faire votre analyse de risque et déterminer le bon plan d'action.
Ça va vous permettre aussi de sortir des métriques sur vos fournisseurs afin d'identifier un KPI de niveau d'exposition et de contrôler que cet indicateur, d'une année sur l'autre, il descend. C'est-à-dire qu'il y ait bien des plans d'action de fait du côté de vos fournisseurs pour maîtriser cette exposition dont vous êtes dépendant. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on a identifié qu'il y avait 100% des structures du SBF 120 qui avaient des données dans le dark web qui initialement faisaient partie de leur système d'information. Dans 80% des cas, elles n'ont pas été la cible directe de ces attaques. C'est les fournisseurs qui sont touchés, c'est-à-dire nous tous. On est les premières victimes et les secondes victimes par construction, ce sont les gros. Donc, il faut bien prendre en considération que quand il y a de la donnée d'un compte du SBF 120 qui sort, c'est en fait un fournisseur qui s'est fait attaquer. Donc, en fait, c'est nous qui sommes en première ligne. Ce sont les gros, c'est par construction. Donc, nous, on va être soumis à DORA et NIS2 de manière directe, mais aussi par construction, parce que ceux qui sont soumis à DORA et NIS2 vont devoir sortir des indicateurs sur nous. Donc, ça va être très important. On va être embringué par construction. Et donc, c'est pour ça que ce type d'outil est nécessaire pour identifier ces données qui sont effectivement la cause racine des attaques cyber. On va pouvoir anticiper. Et puis, il y a toute la partie risque d'image, puisque, évidemment, dans ces zones-là, il y a de l'activisme, il y a du complotisme et il y a des manœuvres d'intelligence économique de dénigrement. On va pouvoir aussi identifier des risques d'image et des risques d'activisme violent. Il y a les JO qui approchent. On va avoir une augmentation des risques d'activisme violent sur des actifs physiques. Donc là, on est aussi dans ce cadre-là. C'est surveiller si un site est cité dans un cadre d'activisme violent. Alors, deux cas d'exemples très concrets. Hein. On est allé regarder si Aleph Networks était présent dans le dark web et s'il y avait des ransomware qui parlaient, qui avaient des données qui appartenaient à Aleph. Par une simple recherche avec nos outils, on a tout de suite détecté que Aleph Networks était cité dans un Logbit qui est un grand groupe de ransomware. Il s'avère que Aleph n'a jamais été touché par un ransomware. Donc, on peut se demander pourquoi il y a de la donnée présente sur un des serveurs de Logbit qui contient les mots-clés Aleph Networks et qui parle de nous. Donc, on peut regarder un peu plus dans ce détail avec l'outil et on se rend compte que une société qui s'appelle Entrust.com qui a été victime d'un ransomware de Logbit. Il s'avère que Entrust.com, ce n'est même pas un fournisseur d'Aleph, c'est le fournisseur d'un de nos fournisseurs. On achète nos certificats SSL à une société française qui la sous-traite à une société américaine qui est Entrust. Et Entrust a la totalité de nos données de facturation. Ça veut dire qu'ils ont la date de notre certificat SSL et la date de fin, qu'ils ont nos coordonnées bancaires, qu'ils ont notre montant, qu'ils ont toutes les données qui permettent d'identifier clairement la prestation qui a été effectuée par notre fournisseur. Et ça n'a pas manqué. Nous avons reçu un phishing avec toutes les données exactes qui correspondaient à la facture. Reviens en arrière, Jemile. Voilà. Et donc, comme on avait pu en amont informer la comptabilité en disant attention, sur ce fournisseur-là, il y aura un risque de phishing et ça n'a pas manqué. 3 mois après, on a reçu une promotion nous proposant 50% si on cliquait sur le lien immédiatement. C'était un fake, mais on voit bien que ces données sont tout de suite utilisées par des pirates pour essayer de rançonner même des petites entreprises. Un autre cas d'exemple, celui-là, il est plus sur un cas personnel, puisque c'est mon propre nom qui est cité dans un autre groupe de ransomware, un groupe qui s'appelle Vice, qui a attaqué une société française qui s'appelle CAFPI Immobilier, un broker immobilier. Et là, je me retrouve
avec des données personnelles, puisque en 2017, on a eu des échanges pour un recrutement possible chez eux. Je n'ai jamais été et jamais conclu le recrutement, je n'ai jamais rejoint la société CAFPI, mais j'ai un grand nombre de mes données personnelles qui sont exposées par CAFPI Immobilier. Alors ça pose un autre problème, c'est qu'en plus du risque d'attaque pour tous les clients et les tiers de cette société-là, on se rend compte que des données personnelles de 2017 étaient disponibles au moment de l'attaque, c'est-à-dire à Pâques 2023, et que je n'ai jamais été alerté par le DPO de CAFPI Immobilier. On peut aller au slide d'après. J'ai alerté à plusieurs reprises le DPO. Ça fait maintenant 6 mois que CAFPI Immobilier est informé que mes données personnelles sont dehors et ils m'écrivent qu'ils sont dans l'incapacité de savoir ce qui a fuité comme données me concernant et ils n'ont jamais fait la démarche première de m'informer. C'est-à-dire qu'ils sont en parfaite violation des articles 33 et 34 du Code du RGPD et que si jamais je les attaquais ou d'autres les attaquaient, ils auraient un risque pour non-respect du RGPD très clair et documenté, mais ça veut aussi dire que la société, si plusieurs personnes procédaient à ce genre de demande, risque d'être noyée sous un nombre de requêtes, ce qui, pour un concurrent, est une très belle opportunité d'aller occuper tous les services juridiques et les services de direction de CAFPI en les noyant sous un nombre de requêtes administratives. Et on voit même qu'un certain nombre de ransomware, je pense notamment à un ransomware qui s'appelle Black Cat, qui a fait la une il y a quelques mois, s'est permis d'attaquer en justice un grand groupe américain pour ne pas avoir divulgué que eux-mêmes les avaient attaqués. Donc on voit bien que la contrainte juridique du RGPD, en plus de DORA et de NIS 2, ouvre des portes de fragilité des entreprises qui vont devoir subir des traitements de demandes de plus en plus nombreuses si elles n'ont pas bien effacé, voire si elles n'ont pas chiffré les données qui ont été piratées. Nicolas, peut-être un petit complément? Oui, je voulais ajouter pour revenir au niveau de l'analyse de risque, on voit bien que suite à une attaque, même de vos fournisseurs, il s'ouvre à tout un pan de risque qui est un risque juridique. C'est-à-dire que je prends le cadre de DORA, il y a un risque de ne pas être conforme, c'est le risque du gendarme, c'est de prendre une pénalité. Il y a un risque juridique de la part de vos clients, de vos fournisseurs s'ils ne sont pas contents, mais aussi en cascade de toutes des clients de vos clients qui peuvent se retourner contre vous et vous attaquer parce que vous n'êtes pas conforme. C'est-à-dire que la non-conformité à DORA et à NIS 2 va générer un risque juridique aussi dans le cadre d'une démarche d'intelligence économique. En fait, la non-conformité va générer une faiblesse et donc un risque juridique. Et ça sera aussi à prendre en compte dans vos matrices de risque et ça va justifier et vous aider à justifier auprès de votre COMEX qu'il faut rentrer en conformité sous peine d'être soumis à des risques en termes business qui sont très violents. Comme le disait Victor, CAFPI a un risque d'attaque de ses clients qui peuvent être mécontents parce que leurs données personnelles sont dehors, ils n'ont pas été prévenus. Effectivement, il y a un risque de côté CNIL, mais il y a aussi un risque côté RGPD. Et ça, c'est un risque qui est bien réel parce que là, ce n'est pas l'État qui attaque, c'est potentiellement un très grand nombre de personnes. Donc, c'est un risque juridique, mais aussi un risque de charge interne d'avoir à gérer ces multitudes d'attaques qui peuvent être en plus pilotées par un concurrent. Et toujours dans le cas de ces données, on voit que la fraude au président, c'est vraiment des montants qui peuvent être conséquents. Il y a eu un cas à 38 millions d'euros récemment. Les FOVI et la CNIL alertent maintenant en permanence sur ces sujets-là. Et si je prends l'exemple des commissaires aux comptes qui sont en train de se faire attaquer par Logbit,
vous vous rendez bien compte qu'un très grand nombre de PME va avoir une multitude de données et qu'il va être très facile, en ayant accès à toutes les données que votre comptable a, de venir faire des arnaques au président sur des dossiers précis, faire de la fausse facture, voire même aller jusqu'à racketter si ce n'est pas passé par des modes de ransomware. Donc, le ransomware est une des techniques, mais en fait, la cause racine de tous ces problèmes, c'est bien la donnée à l'extérieur de votre système d'information. Si vous ne savez pas ce qui est dehors, vous ne pourrez pas vous préparer, vous ne pourrez pas avoir une cartographie des risques qui soit cohérente face à la réalité des attaques qui vont arriver. Et si cette cartographie, elle peut paraître lourde, contraignante, ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est qu'elle a du sens. C'est justement cette cartographie et cette identification de données à l'extérieur du système qui va vous permettre d'anticiper quelque chose de bien plus grave que la charge de remplir cette matrice. Et hélas, comme le disait Victor, il y a une accélération du nombre d'attaques, mais depuis septembre, on est passé d'une accélération linéaire où, si je suis mathématique, mais on va éviter, on est en train de rentrer dans une accélération qui est exponentielle depuis le mois de septembre. Et on sait que ce système exponentiel, comme le disait Victor, plus il y a de données dehors, plus il y a d'attaques, plus il y a de données dehors, plus il y a de données dehors, plus il y a d'attaques. Donc on sait que si au mois de novembre, il y aura un pic monstrueux, le mois de décembre, il n'y aura pas de vacances de Noël pour les hackers. Et ça va s'accélérer tout le long de l'année prochaine. Pour vous donner quelques chiffres, en 2022, c'était 2500 sociétés victimes de ransomware avec données publiées dans le dark web. En 2023, on pense dépasser les 5000 sociétés victimes. 5000 sociétés victimes, ça veut dire que si vous cumulez le nombre de vos clients, le nombre de vos fournisseurs et de vos tiers de confiance, en gros, vous avez dans vos données des données de 500 entreprises. Si vous êtes, c'est la moyenne entre les PME et les très grands groupes. Ça veut dire que s'il y a eu 5000 données publiées, ça va toucher 2 500 000 entreprises. Donc, il faut Donc, bien 2 500 000 entreprises pour lesquelles il y a encore plus de données dans le dark web, qui sont d'autant plus de clients potentiels pour les hackers. Et là, on voit bien qu'ils sont dans une spirale effrayante de capacité d'attaque puisqu'ils ont de plus en plus de données. Si vous ne savez pas ce qui est dehors, vous ne pourrez pas vous protéger, vous ne pourrez pas cartographier vos risques. Et Victor a raison d'insister. Quand on cite un nombre de victimes, c'est un nombre de victimes directes. Le nombre de victimes indirectes et donc futures victimes, parce qu'on sait que ces données sont systématiquement exploitées, il faut le multiplier par 500. Une victime directe, c'est 500 victimes qui seront des futures victimes qu'il va falloir remultiplier par 500. C'est pour ça qu'on est rentré dans une pente exponentielle depuis le mois de septembre et c'est très, très violent. Jemile, je pense que voilà, on a presque. On va passer aux questions maintenant. Alors, il y avait Detlef, qui disait « Ce serait intéressant de voir quelles informations existent en ligne sur soi-même, comme accumulation des informations, sauf, je pense, ce n'est pas vraiment accessible à des individus. » Alors, déjà, les informations sur vous-même, c'est toutes celles déjà que vous aviez confiées ou vous avez données à des tiers. Malheureusement, ils ont l'obligation de vous informer et on voit que dans le cas typiquement personnel que j'ai avec CAFPI, on oublie complètement d'être informé. Aujourd'hui, la responsabilité de l'information, c'est pas à vous d'aller chercher sauf si vous avez été potentiellement victime d'une arnaque sur votre boîte mail, mais c'est bien les entreprises à qui vous avez confié vos données en confiance qui doivent vous alerter. Donc, il n'y a pas... Normalement, les entreprises ont l'obligation d'aller alerter à chaque fois qu'une donnée et d'identifier les données qui ont fuité pour leur compte de leurs clients ou les gens à qui leur ont confié des données. Donc, c'est bien une obligation des entreprises. Et pour les entreprises, on le démontre et en plus, on les produit. Pour partie, les normes DORA NIS 2 vont devoir être appliquées d'ici quelques mois sous peine de sanctions
plus les sanctions qui existent déjà sur le RGPD. Donc, on voit bien que les entreprises ont maintenant une obligation opérationnelle avec des outils qui existent d'être en capacité de gérer ces données en dehors de leur système d'information. L'obligation n'est plus de se protéger soi-même, c'est de prendre conscience qu'on est dans un écosystème et de superviser son écosystème. Donc après, on est persuadé que c'est ce qui va se passer. Dans le cas où vous n'êtes pas prévenu et vous êtes victime, vous pouvez vous retourner contre la société à qui vous avez confié vos données, qui n'a pas respecté son devoir de vous prévenir. Elle est responsable par construction du fait que vous êtes fait avoir parce que vous n'avez pas été prévenu que ces données-là étaient sorties. Vous les avez confiées à quelqu'un et cette confier, ça embarque le mot confiance. C'est on confie et si cette personne n'a pas respecté votre confiance, vous allez recevoir ces données et donc vous allez faire confiance aux mails que vous allez recevoir. Et donc, vous allez vous faire avoir. Donc là, il y a une forte responsabilité de la structure qui a été victime et qui ne vous a pas prévenu et qui, par construction, a généré une autre victime, vous-même. Alors, n'hésitez pas également à monter sur scène si vous voulez aussi poser des questions en direct. Et on a Sidi aussi qui a une question. Serait-il possible avec la solution d'Aleph de faire des surveillances de ces données sur le dark ? Alors, je vais répondre. d'Aleph. Oui, alors nous, on vous conseille de passer de manière professionnelle parce que ça a un coût. Si en plus votre structure est soumise à DORA et NIS2 et que vous faites partie des VIP de votre structure, ça sera très facile de le justifier et de le financer. Je rappelle juste que dans DORA, l'article 25-2 de la réglementation qui sera sanctionnable à partir de janvier 2025 et qui est en vigueur depuis janvier 2023, oblige toutes les entreprises soumises à la réglementation de DORA de faire de la recherche en source ouverte sur leurs données en dehors de leur système d'information. Ça concerne qui? Ça concerne les 20 000 sociétés du monde de la banque, de l'assurance et des fonds d'investissement, y compris les courtiers en assurance, et 15 000 fournisseurs IT. En fait, si vous fournissez des services numériques à des clients du monde du secteur de l'assurance ou de la finance, vous êtes par construction dans la norme DORA. Dans la norme NIS2, la transposition n'a pas encore été faite par le Parlement français, puisque c'est une directive et pas un règlement. Là, on attendra d'avoir le détail, mais il est très clair que dans la cartographie des risques, omettre de prendre en compte les données en dehors de votre système d'information est aujourd'hui, au vu de la réalité des attaques et des ransomware, une quasi-obligation, sinon votre cartographie des risques oubliera un pan entier des risques et du coup, elle sera inadéquate. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je voulais juste, en attendant, s'il y a d'autres questions, préciser quelque chose. Aujourd'hui, on se rend compte que très peu de gens sont au courant qu'ils sont soumis à DORA et NIS2. Donc, vous inquiétez pas, c'est un gros changement et une grosse prise de conscience. Je crois qu'il y a Amaury qui monte sur scène. Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez d'aborder DORA NIS2 concernant le domaine banque, finance, assurance, globalement. Qu'en est-il du domaine de la R&D et en particulier secteur santé, bio-industrie? Alors, santé, bio-industrie, ils ne sont pas dans DORA. DORA, c'est vraiment exclusivement réservé banque, assurance et fournisseurs IT de banque, assurance. C'est un règlement très spécifique. Le secteur de la santé va être impacté, et la bio-industrie, directement dans le cadre de NIS2, où tous les opérateurs de ce secteur-là seront soumis à NIS2, plus vous en tant qu'industrie en tant que telle, plus tous vos fournisseurs. Alors, on verra jusqu'où il y aura une clause d'exclusion pour vos tout petits fournisseurs. On parle des sociétés de moins de 50 personnes ou de 10 millions de CA, mais ça va dépendre de la transposition en droit français. Mais donc, vous allez être impacté par NIS2
Je rappelle NIS 2, ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros d'amende ou 2,5% du chiffre d'affaires mondial, plus des sanctions personnelles pour l'ensemble des dirigeants de la structure. Donc, tout le secteur de la pharma et de la R&D est dans NIS 2 en ligne directe et ça vous impacte vous, plus le fait de devoir le faire pour l'analyse de vos, entre guillemets, supply chain de données, tous vos fournisseurs. Et un fournisseur qui ne serait pas NIS 2 pour quelqu'un qui est impacté à NIS 2, la responsabilité du fournisseur vous incombera. Donc en fait, il faut bien comprendre que c'est en cascade. C'est un des gros changements de paradigme de DORA et NIS 2, c'est que là, on cherche à protéger des écosystèmes qui sont structurés par la data. C'est-à-dire que si vous-même n'êtes pas directement NIS 2, mais que vous fournissez quelqu'un qui est NIS 2, vous devenez par capillarité embarqué dans NIS 2. Parce qu'on va vous demander des plans d'action pour que votre client confirme qu'il a bien fait son travail pour être lui-même conforme NIS 2. Il y a un phénomène de capillarité. Donc, c'est très massif. Ça touche la plupart des cabinets, des cabinets de conseil, cabinets d'avocats, les comptables, alors qu'ils ne sont pas directement dans NIS 2. Très clair. L'information est claire. Alors, on connaît on comprend très bien qu'il y a tout un tas de gens qui s'amusent à inventer tout un tas de normes très protectrices pour tout un tas de secteurs, sans forcément prendre en considération le coût et les ressources nécessaires pour mettre en place toute cette surveillance et cette veille. Vous avez parlé de financement. Comment ceux qui ont inventé ces normes imaginent financer les ressources nécessaires pour mettre tout ça en place? Alors, je vais vous répondre de façon très claire, parce que ces normes, elles impactent tout le B2B, enfin toutes les entreprises. Elle impacte aussi toutes les structures administratives, c'est-à-dire que les municipalités, les régions, les départements vont devoir appliquer la même norme NIS 2. Aujourd'hui, quand vous discutez avec l'ANSSI, personne ne sait comment l'État va financer pour sa propre obligation de mise en place. Ensuite, pour ce qui est des entreprises, l'Europe et les parlementaires européens qui ont voté considèrent que les entreprises n'ayant pas fait l'effort de le faire par elles-mêmes, elles imposent de le faire et à chacun d'aller trouver les budgets. Donc aujourd'hui, il y a 0 financement, pour être très clair, du public pour mettre en place ces normes. Ok, donc on est à peu près dans la même ligne de conduite que BAL 2, 3, 4 et solvabilité 1, 2, 3. On va aller mettre des critères pour aller mettre les feux verts, mais concrètement, il n'y aura rien d'opératoire derrière, quoi. Ouais, avec quelque chose de beaucoup plus violent que ne l'a été le RGPD, c'est que si vous êtes dans le secteur de l'assurance ou de la finance et que vous ne respectez pas DORA, vous pouvez aller jusqu'à perdre votre autorisation ou de licence ACPR, c'est-à-dire interdiction de travailler. Donc c'est très très violent. Ensuite, moi je vois deux issues. C'est-à-dire c'est aussi aux industriels comme nous de proposer des solutions adaptées en termes de coûts. Donc c'est à nous d'être créatifs et d'apporter des solutions à bas coût pour les structures qui n'ont pas les moyens. J'entends très bien ce discours sur une PME et une TPE. Il faut savoir que les gros du SBF 120, ils font des milliards de bénéfices, ont le même discours. Ce que j'entends beaucoup moins. Donc, il y a aussi cette problématique-là. C'est quand les gros ne jouent pas le jeu, l'Europe tape du poing sur la table et les petits trinquent aussi. Je vais prendre un contre-exemple de ce qui s'est passé il y a quelques années. Aujourd'hui, la supply chain des fournisseurs et la documentation dans l'agroalimentaire est extrêmement détaillée. Vous pouvez savoir chez votre propre boucher d'où vient la viande, où est-ce qu'elle a été abattue, et il y a toute la traçabilité qui est faite. Au moment de la mise en place pendant la vache folle, tout le monde avait dit c'est de la folie, c'est impossible à faire. Aujourd'hui, tous les industriels de l'agroalimentaire le font. On duplique ce modèle de la donnée.
Vous avez très bien abordé tout à l'heure le concept de la cascade, donc c'est très clair. Effectivement, ça sera aux plus grosses entités générant le plus de marge de financer pour l'ensemble de leur réseau supply, dans la logique des choses, mais ce qui implique une réduction des marges et un surcoût global, ce qui veut dire concrètement un prix plus élevé pour le client final. Parce que je suis d'accord avec votre exemple sur la viande et la vache folle. Il y a 25 ans, on ne payait pas le kilo de bœuf au même prix qu'aujourd'hui. La vision des parlementaires, et je vous parle bien de vision politique, hein, je ne suis pas là pour dire si c'est bien, c'est mal, c'est la réalité, c'est qu'ils considèrent que ces efforts financiers faits par tous coûteront moins cher que les attaques. Qui risquent d'être systémiques. Hélas, vu ce que nous on voit, parce qu'on a un biais, hein, je le reconnais, vu ce que nous on voit, je ne parle pas de la forme, hein, mais sur le fond, il fallait absolument faire quelque chose. Là, on parle des sociétés. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la victime finale, ce n'est pas la structure, ce n'est pas la TPE, c'est la personne. Quand vous prenez le cas de Voyageurs du Monde, où des passeports et des cartes d'identité sont sortis, scannés, les gens sont et vont être victimes d'usurpation d'identité. On est parfaitement d'accord, hein. Je suis totalement convaincu. Je m'interroge simplement sur le levier d'action au niveau des acheteurs et convaincre les directions générales là-dessus sur ce type de Alors, moi j'ai une petite idée, Amaury, sur le sujet. C'est que je suis d'accord avec vous, ce n'est pas forcément les amendes administratives qui vont faire tanguer. On l'a bien vu avec le RGPD. Ça commence seulement 5 ans après à être facturé par la CNIL à certaines sociétés. Mais le vrai sujet, c'est la responsabilité personnelle des dirigeants. Ça, vous ne pouvez pas le couvrir. Et les membres du board seront tous responsables. C'est-à-dire que ce n'est plus la responsabilité du DPO ou du RSSI ou du DSI ou du dirigeant, c'est la responsabilité de chacun des membres du board. On verra jusqu'où l'État français ira dans la transposition de la directive NIS 2. En général, l'État français va toujours plus loin que ce que préconise l'Europe. Si on regarde les dernières transpositions qu'on a vues dans le monde de la cyber. Donc, à partir du moment où votre COMEX va être responsable à titre personnel, qui va risquer, comme le dit la norme NIS 2, d'être suspendu de son poste, voire d'être name and shame et potentiellement éjecté, la notion de budget pour mettre en conformité sera peut-être plus rapide que ce qu'on a vu avec la mise en place du RGPD. Très clair. Mais écoutez, on se rappelle sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Et on espère que les gros vont jouer le jeu et accompagner leurs petits fournisseurs dans cette démarche. Et il y a vraiment un enjeu qui peut être très sain dans les relations avec les fournisseurs chez les gros. Peut-être que je rêve, hein, mais une des solutions, ce serait cet accompagnement-là. À l'inverse, moi, je rajouterais qu'il y a un élément géopolitique qui n'est pas pris en compte dans DORA et dans NIS 2, mais à partir du moment où ça ne s'applique que aux sociétés européennes, il va y avoir un arbitrage chez les gros dans le choix de leurs fournisseurs, puisque des sociétés qui seraient soumises à la norme leur évitera de prendre le risque pour le compte de tiers. Pour être très clair, si vous avez un fournisseur qui est aux US ou qui est en Chine et qui n'a pas à respecter la norme et que vous le prenez en tant que fournisseur et que vous savez qu'il n'a pas à respecter la norme, vous portez du risque sur lui. Est-ce que vous voulez vraiment porter le risque cyber sur un de vos fournisseurs ? Peut-être que vous changerez de fournisseur. Et c'est exactement le même cas de la viande. Je suis tout à fait d'accord avec vous avec le coût. Par contre, le coût aurait été bien plus élevé s'il n'y avait pas eu cette concentration de fournisseurs français. C'est-à-dire qu'on achète beaucoup moins de viande en Angleterre et au Canada, et ça a permis de concentrer les fournisseurs en Europe, voire en France. Donc, il y a aussi un phénomène de concentration dans ces actions de résilience, qu'elles soient alimentaires ou cyber. J'espère qu'on a répondu à votre question, Amaury. Très clair, et merci des éléments complémentaires par rapport aux remarques. Très ouvert à rediscuter ça avec une approche type les scanning ou autre pour justement couvrir
le réseau de fournisseurs et de partenaires stratégiques. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis à très bientôt pour un cas d'usage vivant lors du prochain webinaire. Merci beaucoup. Vous recevrez le replay dans quelques minutes, il me semble. Voilà. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre mon email. Si vous voulez des slides aussi, je suis en train de le noter. Et même si certains veulent une démo ou tester l'outil en live, ou si vous voulez échanger sur des bonnes pratiques ou sur d'autres informations qu'on aurait, ou si vous avez besoin de documentation plus juridique, n'hésitez pas à nous contacter, on vous transmettra ça avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Bonne journée à vous. tous. À très bientôt. Merci, au revoir.